Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.5 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de relations générales entre le potentiel et le champ électrique. Alors, on va vouloir le faire dans les deux chemins, c'est-à-dire obtenir le champ électrique à partir du potentiel en dérivant, ou l'inverse, c'est-à-dire obtenir la différence de potentiel à partir du champ électrique en intégrant. Alors, commençons avec trouver la différence de potentiel à partir du champ électrique. Prenons une situation assez générale. Supposons qu'on a un champ électrique ici qui pointe vers la droite et qu'on a une particule positive. Donc, la particule positive va subir une force électrique vers la droite dans le même sens que le champ électrique. Mais là, supposons que je le déplace de cette position-ci, qu'on appelle la position A, vers la position B, qui est ici. Donc là, je fais un tout petit déplacement, un déplacement infinitésimal qu'on va appeler ds. Donc, on commence avec la force électrique. Ça, on sait que c'est égal à Q fois E. Rien de spécial jusque-là. Là, ce qu'on va chercher tout d'abord, c'est le travail fait par la force électrique. Hein, le travail, on se souvient que c'est le transfert d'énergie qui a été fait par une force sur un objet. Puis le travail, W, c'est égal à la force fois un déplacement. Mais là, étant donné ici qu'on a un tout petit déplacement ds, ben on va utiliser un tout petit morceau de travail, dw. Donc, petit morceau de travail, c'est force fois déplacement. Ma force électrique, je peux la remplacer ici par Q fois E. C'est ce que je fais ici. Donc, je suis rendu avec QE fois ds. Ensuite, on s'en va faire un petit détour. On passe par ça ici, c'est le travail fait par une force conservative. On se souvient que la force électrique est une force conservative. Donc, variation d'énergie potentielle, c'est égal à moins le travail fait par la force électrique. On veut prendre des quantités infinitésimales de ça et de ça. Donc, l'opérateur delta ici va devenir l'opérateur D pour infinitésimal. Donc, DU est égal à moins DW. Hein, c'est directement la version infinitésimale de ça. Égal. Et là, ce que je fais, ben, vous voyez, moins DWE. Ben, DWE, je sais que ça vaut QE fois DS. Donc, moins DWE, ça sera moins QE fois DF. Ensuite, on a vu la relation entre le potentiel et l'énergie potentielle, c'est ça ici. Potentiel V est égal à l'énergie potentielle divisée par la charge d'une particule. Donc, on va prendre encore une fois la quantité infinitésimale de potentiel et infinitésimale d'énergie potentielle. Donc, ça donne ça ici. Et étant donné que DUE c'est égal à moins QE fois DS, je prends tout ça, je le remplace ici. C'est divisé par Q. Donc, autrement dit, le Q qui est là va venir annuler le Q qui est en dessous. Fait qu'il me reste ça. OK. Donc, je répète, on a dV est égal à moins E fois ds. La prochaine étape, étant donné qu'on cherche delta V à partir de E, ben, pour isoler delta V ici, il va falloir que je fasse une intégrale. Okay? Donc, on prend l'intégrale de chaque côté de mon équation. J'ai dV ici, puis j'ai mon moins E fois ds. J'intègre de A à B, hein, parce qu'on voit que mon point de départ, c'était A, mon point d'arrivée, c'était B. J'intègre le long de ce chemin-là, de A à B. Donc, j'ai ça. Et là, il y a deux cas de figure qui peuvent suivre. Premier cas de figure, le plus simple des deux, si mon champ E, ici, s'il est uniforme, ben, c'est beaucoup plus simple, parce que je vais pouvoir le sortir de mon intégrale. Étant donné qu'il est uniforme, ce qu'on entend par uniforme, au passage, c'est constant. C'est une constante. Donc, si c'est une constante, ben, je peux le sortir de l'intégrale. Soudainement, mon intégrale devient vraiment plus simple. Parce que du côté gauche de l'équation, l'intégrale de dv, ben, j'intègre sur v une fonction constante, finalement. Ben, ça me donne v. Je l'évalue entre A et B, donc je prends ma borne supérieure, c'est VB, moins ma borne inférieure, c'est VA. Du côté droit de l'équation, ben, la même chose. Si j'intègre juste ds, ben, il me reste S. Évalué de A à B, ben, c'est mon chemin total S qu'on voit là. Je peux l'écrire aussi d'une autre façon. Donc, VB moins VA, c'est delta V. On voit que c'est moins le produit scalaire entre A, E et S, pardon,
Et le produit scalaire, on l'a vu en mécanique, on peut le développer de la façon suivante, c'est-à-dire grandeur du vecteur E fois grandeur du vecteur S fois cos de θ. Θ ici, c'est l'angle entre E et S. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est le plus simple des deux, évidemment. Si le champ électrique n'est pas uniforme, ben là, malheureusement, nous ne pourrons pas le sortir de l'intégrale comme on a fait ici. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une autre façon. Là. Mon côté gauche de l'équation, je peux encore une fois là, faire la même chose que ce que j'ai fait ici. Là. Je vais remplacer par VB moins VA, puis ultimement, je le remplace par delta V. Mais ça ici, essentiellement, je peux pas vraiment aller bien plus loin. Tout ce que je pourrais faire pour le simplifier un petit peu, c'est de le décomposer dans chacune des trois dimensions. Donc, j'aurais EX fois DX, plus EY fois DY, plus EZ fois DZ. Alors, ça serait, si vous voulez, là, E fois DS, le produit scalaire E fois DS, si j'ai des vecteurs en trois dimensions. Ça va arriver souvent qu'on en a en trois dimensions, mais ça va aussi arriver souvent qu'on en a juste en deux dimensions ou même juste en une dimension. Fait que si on a, par exemple, juste un vecteur en une dimension, ben, on va juste avoir EXDX, là, puis le reste, on va le mettre à 0. Okay? Mais c'est ça. Malheureusement, si E n'est pas uniforme, ben, on n'a pas le choix. Il faut garder l'intégrale, puis il va falloir résoudre l'intégrale. C'est du cas par cas. Alors, faisons un exemple justement de ça. On désire obtenir l'équation qui exprime la différence de potentiel entre un point A, situé à une distance RA, d'une triuque. Elle est dessinée en rouge, donc on va supposer qu'elle est positive. Portant une densité linéaire de charge lambda, on ne connaît pas la valeur, bon, pas bien grave. Et un point B, ici, situé à une distance ARB. OK. Fait que là, on a vu déjà l'équation du champ électrique d'une triuque. Si vous vous souvenez correctement, le champ électrique d'une triuque, ce n'est pas une constante. Hein, parce que le seul champ électrique qui est constant, c'est le champ électrique fait par une plaque, une PPUC. Donc, mon champ électrique n'est pas constant. Hein, c'est égal à ça ici. Champ électrique, c'est 2K lambda sur R. Le champ électrique n'est pas constant parce que ma distance R varie entre le point A et le point B. Hein, au fur et à mesure que je me déplace de A à B, ma distance R change, donc c'est pas une constante. Fait que pour cette raison-là, je vais venir le remplacer ici. Donc là où on s'était laissé là, dans ma présentation de l'intégrale. Puis là, on a utilisé la dimension R majuscule. Comprenez bien que si ça vous mêle, là, on aurait pu remplacer l'axe ici, et l'appeler Y. OK? Fait que là, on aurait dit, par exemple, le point A est à une distance YA au-dessus de la triuque, puis le point B est à une distance YB au-dessus de la triuque. Fait que dans ce cas-là, on aurait eu une intégrale en une dimension, ça aurait été EY fois DY, si vous préférez. Okay. Bon, ici, on a gardé le R majuscule, là, juste pour suivre cette notation-là, mais comprenez que c'est essentiellement la même chose que si on avait fait une équation en Y. Donc, j'intègre de RA jusqu'à RB, et ici, j'ai remplacé le ER par ça ici, 2K lambda sur R, DR. Prochaine étape, comme ça le dit, on va factoriser les constantes, donc on va sortir les constantes de mon intégrale. Donc, 2K et lambda, c'est toutes des constantes, ça s'en va ici en avant. Fait qu'il me reste tout simplement l'intégrale de DR sur R. Pour résoudre cette intégrale-là, on s'en va voir dans notre table d'intégrale, mais ça, c'est une intégrale que je pense que vous avez vu ou que vous êtes en train de voir peut-être en calcul intégral. Une intégrale qui va revenir relativement souvent. Là. Donc, une intégrale de dr sur r, ça serait ln de r. Là, il me reste à évaluer entre les bornes de RA à RB. Fait qu'on commence par ln de RB, ensuite on fait moins ln de RA. Prochaine étape, on va, juste pour simplifier l'écriture, on va factoriser le moins 1, c'est-à-dire on va le distribuer, pardon, c'est ça que je cherchais. On va distribuer le moins 1 sur chacun des deux ln. Fait que dans le fond, on inverse les signes. Fait que le ln de RA devient positif. On commence avec lui, ln de RA moins ln de RB. Puis, prochaine étape, ben, on simplifie avec une identité des ln. Des logarithmes, c'est la même identité. Là. Quand on a une soustraction de log, ben, c'est équivalent à log de la division de ces deux valeurs-là. Fait que c'est ce qu'on a fait ici. Fait que je me ramasse avec cette expression-là pour le champ électrique généré près d'une. On va l'utiliser, ce résultat-là, juste pour essayer de se pratiquer ici avec un
premier exercice. Donc, supposons que je commence ici. Comme c'était proposé dans l'exercice au début, là, si je commence ici à la position A et que je me déplace jusqu'ici au point B, est-ce que ma différence de potentiel est négative ou positive? Bon, il y a deux façons vraiment de répondre à ça. Il y a la façon en utilisant la logique du delta V, sans même regarder ce qui se passe à droite. Première méthode, juste regarder delta V. Okay? Delta V, ça veut dire potentiel final moins initial. Mon final, c'est ici, au point B. Donc, VB moins VA. C'est ça qu'on ferait. Puis, après ça, on se dirait, oui, mais n'oubliez pas que le champ électrique pointe des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus bas. Donc, ça veut dire que VB est plus petit que VA. Donc, si VB est plus petit que VA et que tu fais VB moins VA, ben, nécessairement, ton résultat va être négatif. Pour la première question ici, là, la réponse c'est A. Delta V plus petit que 0. La deuxième méthode, pour arriver à la même réponse, ça serait plutôt d'utiliser delta V, ben là, on va venir utiliser ça ici. Juste la façon que le log fonctionne. RA, on voit bien ici, RA, c'est plus petit que RB. RB, c'est tout ça. Et donc, si RA est plus petit que RB, cette division-là, RA sur RB, va donner un résultat entre 0 et 1. Le ln d'un résultat entre 0 et 1 va toujours donner quelque chose de négatif. Donc, nécessairement, 2K lambda, ça c'est tout positif, multiplié par un log qui vaut un négatif, ben, le résultat n'a pas le choix d'être négatif. Donc, effectivement, c'est A la bonne réponse. Pour la première question. Si on veut l'inverse, si on se déplace de B vers A, ben là, encore une fois, deux façons de répondre, soit avec le delta V, soit avec le log. Mais là, attention, il va falloir inverser notre initial et final. Fait que si on part de B, puis qu'on va jusqu'à A, bien là, A, c'est ma position finale. Fait qu'on ferait VA moins VB. Mais puisque le potentiel au point A est plus grand, parce qu'on est plus au, si vous voulez, proche de la triuque, là, donc le potentiel ici est plus grand que là, ben donc VA moins VB, ça va donner un résultat positif. Donc, la réponse ici serait B. Sinon, si on passe par le log, ben, n'oubliez pas que l'expression que j'ai intégrée ici, c'était quand je partais de A et que j'allais vers B. Et là, si on dit, oui, mais je me déplace de B vers A, OK, pas de problème. Mais dans ce cas-là, ça signifie inverser le rapport ici. À place d'avoir RA sur RB, j'aurais RB sur RA. Et là, je refais la même logique. RB ici est plus grand que RA. Donc, la division RB sur RA, qui serait ici, à la place de ce que j'ai là, ben, donnerait un résultat plus grand que 1. Et un log de quelque chose plus grand que 1, ça va donner positif. Donc, tout le côté droit n'a pas le choix d'être positif. Donc, la réponse pour le deuxième exercice ici, c'est B. Ensuite, on veut faire l'inverse. Trouver le champ électrique à partir de delta V. La bonne nouvelle, c'est qu'on va repartir d'exactement la même équation qu'on avait présentée avant de l'intégrer. Mais là, je ne vais pas l'intégrer parce que je veux venir isoler le E qui est là, à la place d'isoler le delta V. Donc, comme tantôt, on peut développer ça avec le produit scalaire, donc EX dx plus EY dy plus EZ dz. Ça va arriver, des fois c'est en 3 dimensions, des fois en 2, des fois en 1. Pour la compréhension ici, mettons qu'on le fait juste en une dimension pour la suite, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, mettons qu'on est en une dimension, ben, mon dv, c'est moins EX dx. Moi, je veux isoler EX. Fait que j'envoie moins dx de l'autre côté, j'obtiens ça ici. X est moins dérivé de potentiel par rapport à X. Si on l'avait dv en plusieurs dimensions, ben on ferait la même chose, mais indépendamment. EY, ça serait moins la dérivée de V par rapport à Y. La même logique en Z. Donc, juste en voyant ça ici, cette petite relation-là, on peut la pratiquer avec un champ électrique qu'on connaît bien. C'est-à-dire le champ électrique d'une particule. Hein, on l'avait vu tout au début des cours d'électricité et magnétisme. Je pense que c'est la section 1.2 ou 1.3 de mémoire. Donc, le champ électrique d'une particule, mettons qu'on ne sait pas ce que c'est, là, ben, on le trouverait en appliquant cette équation-là. Donc, moins dV sur dr. Le potentiel créé par une particule, ça, on l'a vu au début du chapitre 2, c'est KQ sur R. Donc là, il faudrait faire moins la dérivée de KQ sur R.
par rapport à R. On dérive par rapport à R. Donc, si on dérive ça par rapport à R, ben, ça revient à dériver R à la moins 1. Hein, j'ai sorti les constantes de ma dérivée. Ils sont rendus ici, K et Q. Donc, il me reste R à la moins 1 qui est là. Et la dérivée de R à la moins 1 par rapport à R, ben, on prend l'exposant ici, on l'amène en avant, ça devient moins 1. On n'a pas mis le 1, mais il est sous-entendu. R, exposant, moins 1, soustrait, moins 1. Donc, ça devient moins 2. Fait que le moins qui est ici va venir annuler le moins qui est en avant ici. Ça redevient positif et je retrouve KQ sur R carré. Ah, voilà. Ça, c'était le champ électrique à partir... le champ électrique créé d'une particule. Donc, c'est pas pour rien que le champ électrique d'une particule et le potentiel généré par une particule, ça se ressemblait beaucoup. Ben oui, il y a juste une petite étape entre les deux, là, qui est la dérivée, qui est exactement ce que je viens de vous montrer ici. OK, comme exercice un peu plus au long, on va faire un exercice qui est dans le livre, c'est l'exercice 2.5.2. Donc on dit, dans un laboratoire où règne un champ électrique uniforme de 200 volts par mètre, orienté vers la droite à 30 degrés au-dessus de l'horizontale, comme on peut le voir sur le schéma, là, le champ électrique ici, hein, orienté à 30 degrés comme ça. On place une boîte de carton cubique de 50 cm de côté sur une table. La présence de la boîte ne modifie pas le champ électrique, bien entendu, parce que c'est du carton. Le carton n'est pas conducteur, donc ben, les lignes de champ électrique passent à travers le carton comme si de rien n'était. Si le potentiel de 0 volt au coin A, donc on va mettre notre 0 volt ici, là, en bas à droite de ma boîte de carton, que vaut le potentiel au coin B, C et D. Le champ électrique est parallèle à la face A, B, C, D de la boîte. Bon, ça, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'est une boîte, là, c'est en 3 dimensions, fait qu'il faut s'imaginer que la boîte, finalement, a 8 coins. C'est pas les 8 coins qui m'intéressent, on va juste prendre 4 coins. On va supposer qu'ils sont comme parallèles en... J'aimerais ça vous le mimer, là, mais je peux pas le faire par vidéo. Là. Les 4 coins sont parallèles au plan du champ électrique. C'est ce qu'on veut dire ici. Là. Ça se verrait mieux en 3 dimensions, mais bon. Bref, on va faire avec. Alors, pour trouver le potentiel à chacun des autres points aux 4 coins de ma boîte, ben, il faut que j'applique l'équation qu'on vient tout juste de voir, c'est-à-dire delta V égale moins l'intégrale de A à B de E fois ds. Bon, OK. Ah non, il va falloir faire une intégrale. Non, 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 il va pas falloir faire l'intégrale parce que n'oubliez pas, il y a 2 cas de figure possibles. Soit que mon champ électrique est constant, soit qu'il ne l'est pas. Ici, mon champ électrique, il est constant. On nous a donné sa valeur. On dit 200 volts par mètre. Fait qu'il est partout pareil. S'il est partout pareil, ben, je n'ai pas besoin d'intégrer. Je peux juste utiliser la forme simplifiée qu'on avait vue. C'était... on l'avait vu, en fait, à la section précédente, section 2.4, là, qui était plus ou moins E fois S parallèle. On peut utiliser ça. Sinon, si vous n'êtes pas sûr d'où est-ce que ça vient, ce truc-là, ben faites l'intégrale. Vous pouvez le faire. Même si ton champ électrique est uniforme, tu peux faire l'intégrale. Ça va marcher quand même. S'il reste du temps, tantôt, je le ferai, là, mais sinon, à la base, mon champ électrique est constant. Fait que je ne me casserai pas la tête. Je vais utiliser la version plus simple à faire. OK. Donc, allons-y morceau par morceau. Fait que, on peut commencer par faire un chemin de A à B. OK. Donc, si je pars de A à B, mon delta V, je vais le développer comme ceci. VB moins VA. Hein, on fait toujours potentiel de la position finale moins initiale. Égal. Là, le plus ou moins, il va falloir que j'y réfléchisse dans un instant, là, mais mettons que pour le moment, je vais le laisser. Je ne suis pas certain encore. Okay? Je vais le laisser comme ça, je le changerai tantôt. OK. Ensuite, mon champ électrique, E, ben lui, il vaut 200, donc j'ai rien à réfléchir, c'est 200 directement. S parallèle. Bon, là, S parallèle, va falloir y réfléchir un petit peu, parce que lui, je le connais pas, a priori. J'ai ce qu'il faut pour le trouver, mais je le connais pas. Donc, pour essayer de vous faire comprendre ça, je vais dessiner en rouge, tiens, par-dessus mon schéma.
Donc, mon déplacement, le vrai déplacement, je pars du point A, puis je m'en vais jusqu'au point B, comme ça. Ça, c'est mon vrai déplacement. Okay? Mon déplacement parallèle, ça serait, on va le dessiner en bleu, tiens. Mon déplacement parallèle, ça serait dans le même sens que mon champ électrique. Ça serait quelque chose comme ça. OK? Ça, c'est mon S parallèle. Puis, je peux faire en vert le déplacement perpendiculaire au champ électrique, qui serait ça ici. Ça, c'est mon déplacement perpendiculaire. Okay? Je retrouve l'angle du champ électrique ici, 30 degrés. Donc là, voyez-vous ce que je viens de faire? Je viens de dessiner finalement un triangle rectangle. Où est-ce que l'hypoténuse de mon triangle rectangle, c'est mon déplacement total, ça vaut 50 cm. Mais moi, ce n'est pas le 50 cm vraiment qui m'intéresse, c'est le S parallèle seulement. Sauf que je peux trouver le S parallèle en faisant de la trigonométrie. Mon hypoténuse, c'est 50 cm. Donc, si je fais 50 cm fois cos de 30, ça va me donner le côté adjacent, c'est-à-dire ça ici, le S parallèle. Okay? Fait que c'est ce que je vais faire. Et je vais mettre en mètres, donc je vais faire 0,5 fois cos de 30. Voilà. OK. Donc, mon inconnu ici, c'est VB. VA, on avait dit dans l'énoncé qu'on le mettait à 0. Ça va. OK. Là, je suis rendu à choisir mon signe. OK. Faut-tu prendre positif ou négatif? Pour réussir à répondre à cette question, on va essayer de dessiner les régions de potentiel. Okay? On a dit que le point A est à 0 volts. Donc, si je dessine l'équipotentiel, n'oubliez pas, je vais faire une ligne droite, ça va être mieux. L'équipotentiel, n'oubliez pas, il faut que ce soit toujours perpendiculaire aux lignes de champ électrique. Donc là, il faut que je m'arrange, tracer un équipotentiel perpendiculaire aux lignes de champ électrique. Ou à peu près. On s'entend, là, j'y vais à main, là, mais ce serait quelque chose comme ça, à peu près. Fait que tout le long de la ligne noire que je viens de dessiner là, on est à peu près perpendiculaire aux lignes de champ électrique. Donc ça, c'est un équipotentiel. Tout le long de cette ligne noire-là, on est à 0 volts. Après ça, on comprend que les lignes de champ électrique pointent des potentiels plus élevés vers les lignes de potentiel moins élevés. Fait que si j'invente des nouvelles lignes de potentiel, donc mettons une ligne de potentiel qui passe proche de B, comme ça. Puis je vais en mettre une autre qui est plus par là, mettons là. OK. Donc là, encore une fois, je peux inventer... Non, je n'inventerai pas de chiffre, c'est pas vrai. Je ne vais pas inventer de chiffre, je vais juste faire ceci. Étant donné que la première équipotentielle que j'ai dessinée était à 0 volts, ça veut dire que les équipotentiels à gauche doivent nécessairement être à un potentiel positif, plus grand que 0, parce que les lignes de champ pointent des potentiels plus élevés vers les plus petits. Et donc, la troisième équipotentielle que j'ai dessinée, celle-là là, qui passait proche de D, là, ben là, on doit être à un potentiel négatif. Donc, je reviens à ma question originale. Au point B, mon signe, qu'est-ce que je dois prendre, positif ou négatif? Et là, vous aurez compris qu'il faut que je prenne positif, tout simplement en regardant les équipotentiels. Fait que je prends le signe positif, c'est correct. Puis ensuite, je fais le calcul, 200 fois 0,5 fois cos de 30, ça donne 86,6 watts. Fait que là, en faisant ça, ben, j'ai trouvé un premier point de potentiel VB, qui était un écho. Après ça, je peux faire un autre bout de chemin. Mettons, je m'en vais, je pars de B, maintenant, parce que je connais le potentiel au point B, je pars de B, je m'en vais à C. Donc, mon delta V ici, si je le développe, ça va être VC moins VB. Hein, c'est final moins initial, égal. Bon, là, le signe, plus ou moins, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Parce que je pars de B. B, je sais que ça a un potentiel plus élevé que C. Pourquoi? Ben parce que mon point C, comme vous le voyez ici, il est situé entre l'équipotentiel qui passe par B et l'équipotentiel qui passe par A. Fait que mon point C, il doit avoir un potentiel plus grand que 0 volts
mais plus petit que B. Donc, si je veux un potentiel plus petit que B, il faut que je mette un signe négatif ici. Si vous ne le voyez pas tout de suite, pourquoi on choisit le négatif, vous allez voir tantôt quand on va mettre des chiffres, ça va devenir un peu plus clair. Donc, moins, mon champ électrique, c'est encore 200, ça n'a pas changé. Fois. Là, ça va me prendre un nouveau triangle rectangle. Donc, je vais le refaire comme j'ai fait tantôt. En rouge, mon déplacement, c'est de B à C. Donc, ça, c'est mon hypoténuse. C'est mon déplacement total de 50 cm. Mon champ, mon déplacement, pardon, parallèle, je vais le faire en bleu. Ça serait quelque chose comme ça. Déplacement parallèle. Et en vert, ça serait déplacement perpendiculaire. Ouais, comme ça. OK. Là, mes angles. Maintenant. Je sais que en dessous de mon trait en bleu, ça ici, je sais que c'est 30 degrés. C'est l'orientation par rapport à l'horizontale de mon champ électrique. Donc, ça veut dire que je sais que l'angle qui est ici, c'est 60 degrés. Ça ici, c'est un angle droit parce que c'est un triangle rectangle. Donc, pour obtenir la grandeur de S parallèle, dans ce cas-ci, il faut que je fasse hypoténuse, 0,5, fois cos de 60. Voilà. OK. Là, si je remplace mes valeurs, VC moins VB qui vaut 86,6 égale moins 50. OK. Fait que là, je reviens à ce que j'ai dit tantôt là, pour expliquer pourquoi j'avais mis un moins. Si vous ne l'avez toujours pas compris, là, revenez aux équipotentiels. Il faut que vous compreniez que mon potentiel au point C, il faut qu'il soit plus grand que 0, parce qu'il faut qu'il soit positif, mais il faut qu'il soit plus petit que 86,6, parce que mon potentiel B est à une équipotentielle qui est plus à gauche que celle de mon point C. Donc, imaginons, juste un instant, que j'ai choisi le symbole positif. OK? Mettons. Mais là, quand je vais venir faire VC, l'isolé ici, je vais faire 50 plus 86. Ça va donner 136,6 volts. Mais ça ne marche pas. Puisque là, on serait en train de dire que mon potentiel au point C serait plus grand que mon potentiel au point B. Fait que ça ne peut pas être ça. Donc, je veux un signe négatif. Parce que maintenant, si j'isole VC, moins 50 plus 86,6, ça va donner 36,6 volts. Et là, ça marche parfaitement. C'est positif parce que c'est à gauche de l'équipotentiel de 0 volts, mais c'est à droite de l'équipotentiel B qui donne 86,6 volts. Fait que c'est parfait, c'est quelque part entre les deux. Donc ça, c'est bon. On a trouvé VC. Après ça, on peut faire la même chose pour trouver le point D. Où est-ce que là, je vais faire... bon, j'aurais plusieurs possibilités. Là, je pourrais partir... Bon, ici, je vais partir de C, puis je vais me rendre à D. Comprenez bien qu'on aurait pu partir de A pour aller à D. Ça ne change rien, là, finalement. Okay? Donc, de C à D, mon delta V, ça va être V final, donc VD, moins V initial, VC, égale. Là, ici... Le signe, je réfléchis au signe, ben, il faut que ce soit négatif nécessairement. Ben oui, on est obligé que ce soit négatif parce que je pars de mon potentiel C, que je sais qu'il vaut 36, et j'arrive au potentiel D, qui est ici. Là. Potentiel D, on voit qu'il est dans les potentiels négatifs. Donc, je mets le signe négatif. Ensuite, bon, je pourrais refaire encore une fois mon triangle. Je vais effacer le précédent. Donc là, mon déplacement total serait ça ici, 50 cm en rouge. Mon déplacement parallèle serait quelque chose comme ça. S parallèle. Et mon déplacement perpendiculaire serait ça ici en vert. S parallèle. Si je retrouve mes angles, ben j'ai un angle droit ici et j'ai un 30 degrés ici. Voilà. Donc, mon champ électrique,
c'est 200, ça n'a pas changé, fois mon hypoténuse, c'est 0,5, fois cos de 30. Je remplace mes valeurs. VD moins VC qui vaut 36,6 égale moins 86,6. On isole VD et ça donne moins 50 volts. Et c'est ma réponse.